1984, écrit par George Orwell en 1948, lu par Équilivre, livre audio. Deuxième partie. Chapitre 9, suite. Dès le moment de la parution de la première machine, il fut évident pour tous les gens qui réfléchissaient que la nécessité du travail de l'homme et en conséquence, dans une grande mesure, de l'inégalité humaine avait disparu. Si la machine était délibérément employée dans ce but, la faim, le surmenage, la malpropreté, l'ignorance et la maladie pourraient être éliminés après quelques générations. En effet, alors qu'elle n'était pas employée dans cette intention, la machine, en produisant des richesses qu'il était parfois impossible de redistribuer, éleva réellement de beaucoup, par une sorte de processus automatique, le niveau moyen de vie des humains, pendant une période d'environ 50 ans, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Mais il était évident qu'un accroissement général de la richesse menaçait d'amener la destruction, était vraiment en un sens la destruction d'une société hiérarchisée. Dans un monde dans lequel le nombre d'heures de travail serait court, où chacun aurait suffisamment de nourriture, vivrait dans une maison munie d'une salle de bain et d'un réfrigérateur, posséderait une automobile ou même un aéroplane, la plus évidente et peut-être la plus importante forme d'inégalité aurait déjà disparu. Devenue générale, la richesse ne conférerait plus aucune distinction. Il était possible, sans aucun doute, d'imaginer une société dans laquelle la richesse, dans le sens de possession personnelle et de luxe, serait également distribuée, tandis que le savoir resterait entre les mains d'une petite caste privilégiée. Mais dans la pratique, une telle société ne pourrait demeurer longtemps stable. Si tous, en effet, jouissaient de la même façon de loisirs et de sécurité, la grande masse d'êtres humains qui est normalement abrutie par la pauvreté pourrait s'instruire et apprendre à réfléchir par elle-même. Elle s'apercevrait alors, tôt ou tard, que la minorité privilégiée n'a aucune raison d'être, et la balayerait. En résumé, une société hiérarchisée n'était possible que sur la base de la pauvreté et de l'ignorance. Revenir à la période agricole du passé, comme l'ont rêvé certains penseurs du début du XXe siècle, n'était pas une solution pratique. Elle s'opposait à la tendance et à la mécanisation devenue quasi instinctive dans le monde entier. De plus, une contrée qui serait arriérée industriellement serait impuissante au point de vue militaire et serait vite dominée, directement ou indirectement, par ses rivaux plus avancés. Maintenir les masses dans la pauvreté en restreignant la production n'était pas non plus une solution satisfaisante. Cette solution fut appliquée sur une large échelle durant la phase finale du capitalisme, en gros entre 1920 et 1940. On laissa stagner l'économie d'un grand nombre de pays, des termes furent laissés en jachère, on n'ajouta pas au capital équipement et de grandes masses de population furent empêchées de travailler. La charité d'État les maintenait à moitié en vie. Mais cette situation, elle aussi, entraînait la faiblesse militaire, et comme les privations qu'elle infligeait étaient visiblement inutiles, elle rendait l'opposition inévitable. Le problème était de faire tourner les roues de l'industrie sans accroître la richesse réelle du monde. Des marchandises devaient être produites, mais non distribuées. En pratique, le seul moyen d'y arriver était de faire continuellement la guerre. L'acte essentiel de la guerre est la destruction, pas nécessairement de vie humaine, mais des produits du travail humain. La guerre est le moyen de briser, de verser dans la stratosphère ou de faire sombrer dans les profondeurs de la mer des matériaux qui, autrement, pourraient être employés à donner trop de confort aux masses, et partant, trop d'intelligence en fin de compte. Même quand les armes de guerre ne sont pas réellement détruites, leur manufacture est encore un moyen facile de dépenser la puissance de travail sans rien produire qui puisse être consommé. Une forteresse flottante, par exemple, a immobilisé pour sa construction la main-d'œuvre qui aurait pu construire plusieurs centaines de cargos. Plus tard, alors qu'elle n'a apporté aucun bénéfice matériel à personne, elle est déclarée surannée et envoyée à la ferraille. Avec une dépense plus énorme de main-d'œuvre, une autre forteresse flottante est alors construite.
En principe, l'effort de guerre est toujours organisé de façon à dévorer le surplus qui pourrait exister après que les justes besoins de la population sont satisfaits. En pratique, les justes besoins vitaux de la population sont toujours sous-estimés. Le résultat est que, d'une façon chronique, la moitié de ce qui est nécessaire pour vivre manque toujours, mais est considéré comme un avantage. C'est par une politique délibérée que l'on maintient tout le monde, y compris même les groupes favorisés, au bord de la privation. Un état général de pénurie accroît en effet l'importance des petits privilèges et magnifie la distinction entre un groupe et un autre. D'après les standards des premières années du XXe siècle, les membres même du parti intérieur mènent une vie austère et laborieuse. Néanmoins, le peu de confort dont ils jouissent, leur appartement large et bien meublé, la solide texture de leurs vêtements, la bonne qualité de leur nourriture, de leurs boissons, de leur tabac, de leurs 2 ou 3 domestiques, leurs voitures ou leurs hélicoptères personnels, les place dans un monde différent de celui d'un membre du parti extérieur. Et les membres du parti extérieur ont des avantages similaires comparativement aux masses déshéritées que nous appelons les prolétaires. L'atmosphère sociale est celle d'une cité assiégée, dans laquelle la possession d'un morceau de viande de cheval constitue la différence entre la richesse et la pauvreté. En même temps, la conscience d'être en guerre et par conséquent en danger fait que la possession de tout le pouvoir par une petite caste semble être la condition naturelle et inévitable de survie. La guerre, comme on le verra, non seulement accomplit les destructions nécessaires, mais les accomplit d'une façon acceptable psychologiquement. Il serait en principe très simple de gaspiller le surplus de travail du monde en construisant des temples et des pyramides, en creusant des trous et en les rebouchant, en produisant même de grandes quantités de marchandises auxquelles on mettrait le feu. Ceci suffirait sur le plan économique, mais la base psychologique d'une société hiérarchisée n'y gagnerait rien. Ce qui intervient ici, ce n'est pas la morale des masses dont l'attitude est sans importance tant qu'elles sont fermement maintenues dans le travail, mais la morale du parti lui-même. On demande aux membres, même le plus humble du parti, d'être compétents, industrieux et même intelligents dans d'étroites limites. Il est de plus nécessaire qu'il soit un fanatique crédule, ignorant, dont les caractéristiques dominantes sont la crainte, la haine, l'humeur flagorneuse et le triomphe orgiaque. En d'autres mots, il est nécessaire qu'il ait la mentalité appropriée à l'état de guerre, peu importe que la guerre soit réellement déclarée, et puisque aucune victoire décisive n'est possible, peu importe qu'elle soit victorieuse ou non, tout ce qui est nécessaire, c'est que l'état de guerre existe. La systématisation de l'intelligence que requiert le parti de ses membres, et qui est plus facilement réalisée dans une atmosphère de guerre, est maintenant presque universelle. Mais plus le rang est élevé, plus marquée devient cette spécialisation. C'est précisément dans le parti intérieur que l'hystérie de haine et la haine de l'ennemi sont les plus fortes. Dans son rôle d'administrateur, il est souvent nécessaire à un membre du parti intérieur de savoir qu'un paragraphe ou un autre des nouvelles de la guerre est faux, et il lui arrive souvent de savoir que la guerre entière est apocryphe, soit qu'elle n'existe pas, soit que les motifs pour lesquels elle est déclarée soient tout à fait différents de ceux qui l'ont fait connaître. Mais une telle connaissance est neutralisée par la technique de la double pensée. Entre-temps, aucun membre du parti intérieur n'est un instant ébranlé dans sa conviction mystique que la guerre est réelle et qu'elle doit se terminer victorieusement pour l'Océania, qui restera maîtresse incontestée du monde entier. Tous les membres du parti intérieur croient à cette conquête comme à un article de foi. Elle sera réalisée soit par l'acquisition graduelle de territoires, ce qui permettra de construire une puissance d'une écrasante supériorité, soit par la découverte d'une arme nouvelle contre laquelle il n'y aura pas de défense. La recherche de nouvelles armes se poursuit sans arrêt. Elle est l'une des rares activités restantes dans lesquelles le type d'esprit inventif ou spéculatif peut trouver un exutoire. Actuellement, la science dans le sens ancien du mot a presque cessé d'exister dans l'Océania. Il n'y a pas de mot pour science en novlangue. La méthode empirique de la pensée sur laquelle sont fondées toutes les réalisations du passé est opposée aux principes les plus essentiels de Langsoc.
Les progrès techniques eux-mêmes ne se produisent que lorsqu'ils peuvent, d'une façon quelconque, servir à diminuer la liberté humaine. Dans tous les arts utilitaires, le monde piétine ou recule. Les champs sont cultivés avec des charrues tirées par des chevaux, tandis que les livres sont écrits à la machine. Mais dans les matières d'une importance vitale, ce qui veut dire en fait la guerre et l'espionnage policier, l'approche empirique est encore encouragée, ou du moins tolérée. Les deux buts du parti sont de conquérir toute la surface de la Terre et d'éteindre une fois pour toutes les possibilités d'une pensée indépendante. Il y a en conséquence deux grands problèmes que le parti a la charge de résoudre. L'un est le moyen de découvrir contre sa volonté ce que pense un autre être humain. L'autre est le moyen de tuer plusieurs centaines de millions de gens en quelques secondes, sans qu'ils en soient avertis. Dans la mesure où continue la recherche scientifique, cela est son principal objet. Le savant d'aujourd'hui est soit une mixture de psychologue et d'inquisiteur qui étudie avec une extraordinaire minutie la signification des expressions du visage, des gestes, des tons de la voix, et expérimente les effets pour l'obtention de la vérité, des drogues, des chocs thérapeutiques, de l'hypnose, de la torture physique, soit un chimiste, un physicien ou un biologiste intéressé seulement par les branches de sa spécialité qui se rapportent à la suppression de la vie.